Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animal Discover. Alors cette fois-ci, je vais vous parler du Menetes Bordmerei, donc l'écureuil des palmiers. Et j'ai trouvé intéressant de vous filmer dans le décor naturel directement ici à Nong Prajak Park, qui est à Udon Thani en Thaïlande, directement l'espèce dans les lieux. Et vous voyez, il y a mon Canon OSS R10 derrière. Et du coup, je vais entrecouper un peu les séquences. Alors, je ferai essentiellement de la voix off en vous montrant les images que j'aurais pu filmer. Mais je ferai aussi, j'interviendrai à des moments de la vidéo parce que j'avais trouvé sympa de pouvoir vous filmer en milieu naturel. Et puis, moi, je vous souhaite un très bon épisode. Le Menetes Bordmerei, plus connu sous le nom d'écureuil des palmiers ou aussi de Birdmore, est un petit rongeur discret mais parfaitement adapté à la vie terrestre des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Il mesure en moyenne 20 à 25 cm, dont environ la moitié pour la queue, pour un poids variant généralement entre 150 à 250 grammes. Son corps est compact, élancé avec des pattes relativement courtes, ce qui le distingue immédiatement des écureuils arboricoles plus agiles, tels que l'écureuil de Finlayson, que je vous ai d'ailleurs déjà présenté. Son pelage est dense, court et très bien camouflé. Une base brun-gris à brun chaud, souvent parcourue de légères variations plus sombres, lui permettant de se fondre parfaitement dans la litière de feuilles et de sols forestiers. Le ventre est généralement plus clair, tirant sur le beige au gris pâle. Sa queue, moins touffue que celle des écureuils arboricoles, est plus fine et moins volumineuse, adaptée à une vie majoritairement au sol plutôt que d'équilibriste dans les arbres. La tête est marquée par de petites oreilles discrètes, un museau fin et des yeux sombres, bien adaptés à la vigilance dans un environnement dense. Concernant le dimorphisme sexuel, il est quasiment inexistant. Mâles et femelles présentent une apparence très similaire, et seule l'observation du comportement ou une analyse rapprochée permet de les différencier. C'est une caractéristique assez fréquente chez les petits rongeurs tropicaux, où la discrétion prime sur les signaux visuels. Donc vous l'aurez deviné, l'écureuil des palmiers est une espèce essentiellement asiatique qui vit en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, ici à Udon Thani notamment, et aussi au Laos, en Birmanie, au Vietnam. Et il aime le climat subtropical, les forêts, mais préfère quand même les lieux plus ouverts comme ici dans les parcs, étant donné que c'est une espèce qui, vous verrez, vit essentiellement au sol. Son biotope type comprend les forêts claires et secondaires, les lisières de forêt, les zones arbustives, les plantations et terres agricoles, et parfois même dans des zones proches des habitations humaines. Contrairement à de nombreux écureuils arboricoles, le Menetes Bordmerei est principalement terrestre, ce qui m'a facilité le travail pour le filmer. Il passe une grande partie de son temps au sol à fouiller la litière, courir entre les racines et se réfugier dans les terriers peu profonds. Côté climat, il évolue dans un environnement chaud et humide typique des régions tropicales, température moyenne entre 25 à 35 degrés, alternance entre saison sèche et saison des pluies, forte humidité, surtout en période humide. Il montre une bonne capacité d'adaptation, notamment dans les milieux modifiés par l'homme, tant que la couverture végétale reste suffisante pour se cacher et se nourrir. L'écureuil des palmiers est principalement diurne, ce qui veut dire qu'il est actif la journée et son pic d'activité est tôt le matin ou en fin d'après-midi quand les températures sont beaucoup plus clémentes, parce que malgré tout, comme c'est un mammifère, il n'a qu'une fourrure, et la fourrure, vous vous en doutez, ça tient quand même un peu chaud. C'est un animal discret, rapide, extrêmement vigilant. La majorité du temps, il évolue au sol, alternant entre phases de recherche alimentaire et arrêts brusques pour observer son environnement. Au moindre danger, il détale à grande vitesse pour se réfugier dans un terrier, ou sous des racines ou dans la végétation dense. Contrairement à certains écureuils plus sociaux, lui, il est plutôt solitaire.
Chaque individu occupe un petit territoire qu'il parcourt régulièrement, surtout pour se nourrir. Cependant, il n'est pas totalement isolé pour autant. On peut parfois observer de brèves interactions entre congénères, notamment dans les zones riches en nourriture ou durant la période de reproduction. Ces contacts restent généralement calmes et avec peu d'agressivité. La communication repose surtout sur des postures corporelles, des mouvements rapides de fuite ou d'intimidation, quelques vocalises discrètes, souvent difficiles à percevoir pour l'humain. Mais voici un extrait d'une espèce voisine de l'écureuil de Finlayson. C'est une espèce qui mise avant tout sur la discrétion et la prudence plutôt que la confrontation. Son mode de vie terrestre influence fortement son comportement. Il est constamment en alerte car exposé à de nombreux prédateurs, ce qui explique la nervosité permanente et cette capacité à disparaître en une fraction de seconde. D'ailleurs, j'ai pu observer ici une scène incroyable, c'est que j'étais en train de filmer cet écureuil, tout d'un coup j'ai vu une couleuvre lui passer devant, l'écureuil avait l'air curieux et n'a pas essayé de fuir, pourtant il fait partie des proies potentielles de ce prédateur. Pour revenir sur la reproduction, le Menetes birdmorei adapte un système plutôt flexible, mais il est généralement considéré comme monogame sur de courtes périodes, le temps d'une reproduction. La formation du couple repose sur une approche progressive et discrète. Le mâle suit la femelle, adopte une posture de base, effectue de petits déplacements autour d'elle, accompagnés de mouvements rapides et saccadés. Ces comportements servent à démontrer sa vitalité et à éviter d'être perçu comme une menace. La femelle joue un rôle clé dans la sélection du partenaire. Si elle est réceptive, elle tolère la proximité du mâle. Sinon, elle le repousse immédiatement. La concurrence entre mâles existe, mais elle reste peu violente. Elle se traduit surtout par des poursuites rapides, des démonstrations d'agilité et des tentatives d'intimidation. Les combats physiques sont rares car ils représenteraient un risque trop grand et important pour eux dans un environnement où la survie dépend de leur mobilité. Une fois le couple formé, la reproduction se met en place assez rapidement. Donc voici l'extrait d'une reproduction d'écureuil de Finlayson. La femelle met bas après une gestation d'environ 4 à 6 semaines, donnant naissance à 2 à 5 petits, nus, aveugles et totalement dépendants. Le nid est généralement installé dans un terrier peu profond, un trou naturel ou une zone bien dissimulée dans la végétation. La mère assure l'essentiel des soins, allaitement, protection, maintien de la chaleur. Quoiqu'en Thaïlande, ce n'est pas si difficile. Les jeunes grandissent rapidement en commençant à explorer leurs environnements après quelques semaines seulement. Ce développement rapide est crucial car au sol, le risque de prédation est élevé. L'écureuil des palmiers est un petit mammifère et comme souvent chez les rongeurs, cette taille et sa durée de vie restent relativement courtes. À l'état sauvage, il vit en moyenne 3 à 5 ans, une longévité limitée principalement à cause de la pression constante des prédateurs, mais aussi des maladies, parasites et conditions environnementales parfois difficiles. La vie au sol, contrairement aux écureuils arboricoles, l'expose davantage. Chaque déplacement est un risque, chaque sortie peut être la dernière. En captivité, lorsqu'il est maintenu dans de bonnes conditions, donc alimentation adaptée, absence de prédateurs, suivi vétérinaire, sa longévité peut atteindre 6 à 8 ans, parfois un peu plus. Mais attention, cette espèce reste rare en captivité et encore peu étudiée dans ce contexte. Facteur de risque pour sa santé, plusieurs éléments impactent directement sa survie. Je l'ai dit, la prédation évidemment, qui reste le facteur numéro 1. Les parasites internes comme externes, la perte d'habitat liée à la déforestation ou à l'expansion agricole, les activités humaines, notamment les routes et les animaux domestiques, comme les chats, le stress qui joue un rôle énorme chez les petits mammifères sauvages. Est-il possible d'en adopter et d'en avoir un chez soi? Alors la réponse est clairement non, parce que ce sont des animaux à réglementation stricte et c'est surtout qu'il faut un certificat de capacité, il faut des bonnes structures et c'est des animaux assez stressés, assez actifs. Et en captivité, c'est assez dur, sauf dans des grands zoos, des parcs animaliers, de reproduire ce type de milieu. Donc c'est clairement non. Par contre, vous pouvez faire comme moi, venir les observer dans leur milieu naturel. Il n'y a pas qu'ici en Thaïlande, hein, comme j'ai dit, il y a plein de pays asiatiques du sud-est où vous pouvez venir les observer. Et c'est vraiment des animaux très simples, comme vous avez vu toutes ces images. Alors moi j'ai un téléobjectif, mais même sans téléobjectif, vous pouvez les approcher assez facilement dans les parcs, parce qu'ils sont familiers avec les gens qui passent. Donc c'est ce que je vous recommande de faire si vous voulez les voir de plus près.
Quels sont ces prédateurs? Alors avec sa petite taille et son mode de vie terrestre, vous vous en doutez, c'est une proie facile pour un bon nombre de prédateurs, dont les serpents qui sont une menace permanente. Les serpents ratiers dans Coleoniatus radiatus, vu plus tôt dans la vidéo, en est un parfait exemple. Rapide, nerveux, extrêmement opportuniste, il évolue dans les mêmes milieux, lisière de forêt, zone agricole et végétation basse. Sa technique est redoutablement efficace, une approche silencieuse, suivie d'une attaque fulgurante et d'une immobilisation immédiate. Même sans venin, sa constriction suffit à neutraliser une proie quelques instants. Un jeune individu ou même un adulte inattentif peut très vite devenir une cible. Invisible jusqu'au dernier moment, ce type de prédateur joue un rôle essentiel dans l'équilibre de son environnement. Mais le danger ne vient pas uniquement du sol. Dans les airs, certains rapaces sont de véritables chasseurs d'élite, comme l'épervier chikra, très répandu en Asie du Sud-Est. Spécialiste dans les milieux ouverts et semi-ouverts, il mise tout sur la vitesse et sa précision. Perché à l'affût ou en vol discret, il scrute le moindre mouvement grâce à une vision exceptionnelle, puis en une fraction de seconde, tout s'accélère, un piqué rapide, une attaque surprise, et la capture est déjà terminée. Actif en journée et souvent au sol, l'écureuil devient une cible idéale, surtout lorsqu'il est occupé à se nourrir. Face à une telle efficacité, les chances de fuite sont extrêmement faibles. Au sol, un autre prédateur impose sa présence, bien plus discret mais tout aussi redoutable, le chat léopard du Bengale. Ce petit félin asiatique incarne la patience et la précision. Principalement actif la nuit, il peut aussi chasser à l'aube ou au crépuscule, des moments où ses proies sont encore vulnérables. Contrairement aux attaques éclairs des rapaces et des serpents, il adopte une approche différente. Infiltration silencieuse, observation minutieuse, puis une attaque parfaitement calculée. Il explore, analyse, attend jusqu'à l'instant idéal. Et lorsqu'il passe à l'action, tout se joue en quelques secondes sans la moindre hésitation. Même si les rencontres sont rares, la pression qu'il exerce sur les populations locales sont bien réelles. Au final, que ce soit au sol, dans les airs ou dissimulé dans la végétation, cet écureuil évolue dans un environnement où chaque instant compte, où la moindre erreur peut être fatale. Le Ménéthès bernmorei est un omnivore opportuniste, avec une nette préférence pour les aliments d'origine végétale. Dans la nature, il passe une grande partie de son temps au sol à fouiller, gratter, renifler, toujours en quête de nourriture. Son régime alimentaire se compose principalement de graines, de céréales tombées au sol, fruits tropicaux et baies, racines et jeunes pousses, noix de petites coques qu'il peut casser grâce à ses incisives puissantes, car oui, c'est aussi un rongeur. Mais il ne s'arrête pas là. Comme beaucoup de petits mammifères, il complète son alimentation avec des apports protéinés, insectes, coléoptères, fourmis, termites, larves et petits invertébrés. Ce comportement opportuniste est un énorme avantage, il lui permet de s'adapter facilement aux variations de ressources, notamment en saison sèche ou dans les zones modifiées par l'homme. Un mécanisme parfaitement adapté, son corps est conçu pour ce mode de vie. Des incisives tranchantes qui poussent en continu, une mâchoire capable de broyer des aliments durs, un système digestif efficace pour traiter les aliments variés. Comme beaucoup de rongeurs, il peut stocker temporairement de la nourriture dans ses abajoues, même si ce comportement reste moins marqué que chez certains autres écureuils. Ce petit mammifère joue un rôle écologique clé, se nourrissant de graines, de petits insectes. Il joue un rôle important dans la dispersion des graines pour les plantes, le contrôle des populations d'insectes en s'en nourrissant. Et même si c'est un petit acteur, c'est quand même un acteur essentiel dans l'écologie de son environnement. L'écureuil des palmiers appartient à la grande famille des Suiridae, celle des écureuils, des marmottes et des chiens de prairie. Voici d'ailleurs le screenshot à l'écran pour plus de détails taxonomiques. L'étymologie, quant à elle, pour Ménéthès, est un nom dont l'origine est moins clairement définie, mais utilisé en zoologie pour désigner ce genre spécifique d'écureuils terrestres d'Asie. Contrairement à beaucoup de noms scientifiques issus directement du grec ou du latin avec une signification claire, Ménéthès n'a pas de traduction précise connue. Il s'agit en réalité d'un nom de genre créé par les taxonomistes, probablement inspiré de racines anciennes ou choisi pour sa sonorité, mais sans étymologie officielle documentée dans la littérature scientifique. Bernmorei rend hommage à Thomas Bernmor, un naturaliste et collectionneur du XIXe siècle. Une pratique très courante à l'époque, donner un nom d'espèce en l'honneur d'une personne ayant contribué de près ou de loin à sa découverte ou à sa collecte. C'est aussi le cas avec l'écureuil de Finlayson par exemple. Pour les noms communs et les appellations, le Ménéthès bernmorei est principalement connu sous le nom d'écureuil des palmiers. On peut aussi parfois le retrouver sous des appellations proches liées à son mode de vie, écureuil terrestre asiatique ou écureuil terrestre de Bernmor. Il a un nom épicène qui ne change pas donc selon le sexe, on parle simplement d'écureuil mâle ou femelle. Pour les jeunes, ils sont appelés écureuillons, petits écureuils ou simplement juvéniles. L'écureuil des palmiers a été décrit scientifiquement en 1849 par Edward Bliss.
qui est une figure importante de la zoologie du XIXe siècle. Il a longtemps travaillé en Inde en tant que conservateur de musée, où il a étudié et décrit de nombreuses espèces asiatiques. À cette époque, le monde scientifique est en pleine expansion. Les naturalistes européens s'intéressent de plus en plus à la faune d'Asie, encore largement méconnue. Bliss fait partie de ces pionniers. Il observe, compare et décrit les espèces avec rigueur, souvent à partir de spécimens collectés sur le terrain. Son travail s'inscrit dans la continuité directe du célèbre Carl von Linné. Linné a posé les bases du système. Bliss contribue à enrichir ce système avec de nouvelles espèces venues d'Asie. Grâce à cette description scientifique, le Menetes birdmorei passe d'un petit rongeur discret et localement connu à une espèce reconnue et intégrée dans la classification du vivant. C'est ainsi que cet écureuil, souvent ignoré dans son environnement naturel, entre dans l'histoire scientifique et devient un sujet d'étude à part entière pour la génération future. Y a-t-il des sous-espèces à l'écureuil des palmiers, soit Menetes birdmorei? Selon The Catalogue of Life, qui est un site que je vous recommande sur le listing des animaux de la planète, il y a plusieurs sous-espèces dont les noms s'affichent ici maintenant. C'est un site que, comme je vous l'ai dit, je vous invite sérieusement à aller le visiter si vous voulez plus d'informations sur les espèces animales. L'écureuil des palmiers entretient une relation assez discrète mais bien réelle avec l'être humain. Contrairement à certains écureuils urbains très visibles, celui-ci reste en retrait, mais il s'adapte sans difficulté aux environnements modifiés. On peut le retrouver en bordure de villages, dans les zones agricoles, près des routes ou dans les jardins proches du milieu naturel. Il profite indirectement de l'activité humaine, notamment grâce à la présence de cultures, de graines disponibles au sol ou de zones dégagées faciles à exploiter. Mais cette cohabitation a un prix. Même s'il n'est pas directement persécuté, il subit plusieurs pressions. La destruction de son habitat, déforestation, urbanisation, les routes qui fragmentent son territoire, les animaux domestiques, notamment les chats, et parfois la chasse locale, même si elle reste vraiment très limitée. Est-il menacé? Alors la réponse, c'est une bonne nouvelle, c'est que non. Selon l'Union internationale de la protection et de la conservation de la nature, il est de statut LC, donc non menacé pour l'instant. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des mesures pour le protéger. Et ces mesures, elles sont très simples, c'est comme toutes les espèces animales, c'est-à-dire c'est de conserver des milieux naturels, donc des réserves naturelles comme des parcs animaliers. Donc je ne parle pas des zoos, je parle vraiment d'une réserve naturelle et de lui permettre d'avoir de la végétation ou proliférer comme ici en Thaïlande, afin qu'il puisse continuer à maintenir son niveau de vie actuel, c'est-à-dire un animal assez terre à terre au sol. Donc il lui faut souvent des espaces ouverts comme les parcs urbains et ce type de lieu qui est très favorable aussi à la faune en règle générale. Concernant le folklore et la pop culture, il n'y a pas de légende spécifique connue associée à cet animal discret, et ça se ressent aussi dans la culture humaine. Contrairement à certains grands mammifères emblématiques, il ne bénéficie pas d'une place marquée dans les mythes, les récits et les œuvres populaires, mais ça ne veut pas dire qu'il en est totalement absent. Et concernant les légendes, à ce jour, aucune légende spécifique ne semble directement associée. En revanche, dans de nombreuses cultures d'Asie du Sud-Est, les écureuils en général occupent une place symbolique intéressante. Ils sont souvent perçus comme des animaux vifs et malins, parfois associés à la chance, à la débrouillardise ou à l'agilité. Et dans certains récits populaires, ils incarnent des créatures rapides, insaisissables, presque rusées. Mais attention, ce symbolique concerne les écureuils en général, pas spécifiquement cette espèce. Menetes birdmorei, lui, reste trop discret pour avoir marqué durablement l'imaginaire collectif. Et dans les jouets et les figurines, là encore, on est sur quelque chose de très limité, il faut plutôt se baser sur des jouets d'écureuils en général. Et dans le cinéma ou la littérature, très clairement, il n'est pas du tout connu, aucune apparition notable dans aucun film, peut-être dans certains documentaires. Quand les écureuils sont représentés à l'écran, ce sont généralement des espèces européennes ou nord-américaines, et les personnages d'animation sont donc inspirés de ces écureuils-ci, comme l'écureuil roux par exemple. Le Menetes birdmorei, lui, reste un animal de terrain observé par les naturalistes, mais rarement mis en lumière, d'où l'idée que j'ai eue de faire cet épisode sur cette espèce que j'apprécie particulièrement. Et dans les jeux vidéo, alors là c'est le même constat, je n'irai pas plus loin. En résumé, au fil de cet épisode, on a découvert un animal discret mais loin d'être banal. L'écureuil des palmiers, cet écureuil terrestre d'Asie du Sud-Est, incarne parfaitement l'équilibre fragile entre adaptation, survie et discrétion. Petit par sa taille, oui, mais incroyablement efficace dans son environnement. Côté morphologie, tout est optimisé, un corps compact, des pattes rapides, une vigilance constante. Pas besoin de grimper aux arbres quand on maîtrise parfaitement le sol, même s'il lui arrive de grimper aux arbres naturellement. Son habitat, lui, est vaste. Forêts claires, zones agricoles, lisières, parfois même à proximité directe des habitations humaines. Un animal capable de s'adapter sans jamais vraiment se montrer.
Sur le plan du comportement, on est en face à une espèce diurne, vive, toujours en mouvement, plutôt solitaire ou en petits groupes, mais elle passe ses journées à chercher de quoi se nourrir, tout en gardant un œil sur le moindre danger. Et des dangers, il y en a. On l'a vu, le serpent comme le Coeleoniatus radiatus, que j'ai filmé d'ailleurs, les rapaces ou les petits carnivores. Chaque instant où est une question de survie. Son alimentation omnivore lui rend un avantage clé. Graines, fruits, insectes, il s'adapte à ce que l'environnement lui offre. Un opportuniste intelligent qui joue aussi un rôle important dans la dispersion des graines et l'équilibre de son écosystème. Côté reproduction, c'est simple et efficace. Pas de stratégie complexe, mais une capacité à renouveler rapidement les populations, un point essentiel quand on vit sous une pression constante. Sa longévité, elle est très courte à l'état sauvage, quelques années seulement, dans un monde où tout peut basculer très vite, mais une espèce résiliente qui compense par son adaptabilité. Sur le plan scientifique décrit, je l'ai dit, en 1849 par Edward Bliss, il fait partie des espèces longtemps restées dans l'ombre, mais pourtant bien présentes dans leur milieu. Aujourd'hui, bonne nouvelle, elle n'est pas considérée comme menacée par l'Union internationale de la conservation de la nature, mais souvent cette stabilité repose sur un équilibre fragile, car derrière cette apparente tranquillité se cache la perte d'habitat, la pression humaine et les changements environnementaux. Alors pourquoi s'y intéresser ? Parce que ce genre d'animal qu'on pourrait facilement ignorer est en réalité une pièce essentielle du puzzle, un indicateur silencieux de la santé de son environnement, et c'est aussi ça, c'est la vraie richesse du terrain. Pas seulement observer les espèces les plus impressionnantes, mais savoir s'arrêter sur celles qui passent inaperçues, ce qu'on ne remarque pas, jusqu'au moment où on prend vraiment le temps de les regarder. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aurez aimé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé vous filmer les séquences dans ce magnifique parc qui est le Nong Prajak Park à Udantani. Et puis, c'est vraiment des super moments. En plus, vous voyez, quand je filme des animaux, parfois, je suis en train d'en filmer un et puis j'en découvre un autre à côté, comme on a pu le voir avec le calotès ou même le serpent. Et du coup, moi, j'aimerais beaucoup avoir votre retour suite à cet épisode dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous avez une espèce que vous aimeriez aussi découvrir, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, le plus important, c'est de la partager autour de vous, puis de la liker, bien sûr. Et si vous voulez vraiment soutenir cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, comme ça aidera au référencement. Et puis n'oubliez pas que je sors une vidéo toutes les 2 semaines. Alors le format principal c'est des anivlogs, donc des vlogs animaliers sur le terrain, que ce soit en Thaïlande ou en Suisse. Mais je vous présente aussi régulièrement à peu près tous les 3-4 épisodes des animaux. Dans tous les cas, ça me fait plaisir de faire ces vidéos et de vous partager, de vous apprendre toutes ces choses-là. Puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!